Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo d'analyse intersaison. On va s'intéresser ici aux Los Angeles Clippers qui ont vécu, c'est le moins qu'on puisse dire, une intersaison mouvementée, beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées, pas mal de choses à dire et au final, eh bien, quel va être potentiellement le niveau de cette nouvelle équipe de Los Angeles? Comme d'habitude, eh bien, à l'aide des statistiques avancées, à l'aide de tout ce qui est quantifiable dans la NBA, eh bien, on va déterminer les forces et les faiblesses de ces Clippers et puis essayer d'évaluer dans quelle mesure les arrivées et les départs renforcent ou affaiblissent l'équipe avec, comme toujours, ce postulat de ne pas essayer de vous donner mon avis, mais essayer de vous donner les clés pour que vous fassiez vous-même votre propre avis. Alors, l'intersaison 2017 des Los Angeles Clippers, est-ce que ça serait pas un virage à 360 degrés? Pourquoi à 360 degrés? Parce que quand vous voulez complètement changer de direction, vous faites un virage à 180 degrés. Et vous repartez dans quelque chose de complètement différent. Là, les Clippers, eh bien, ils ont peut-être pris un virage à 360 degrés. 360 degrés, c'est quoi? C'est ça. Si vous faites un tour complet sur vous-même, vous changez tout et au final, vous vous retrouvez exactement là où vous étiez. Est-ce que c'est pas ça le destin finalement qui attend les Clippers parce qu'ils ont vécu un été de tous les dangers? Je faisais partie de ceux qui pensaient que cette intersaison 2017 pouvait être l'intersaison de la pression sur le bouton reset. C'est-à-dire que du côté des Clippers, on considérait qu'on était arrivé en fin d'un cycle et on faisait tout imploser pour reconstruire. Donc on dynamitait le groupe, on faisait une saison de transition au tanking et on reconstruisait après. C'était mal connaître Steve Ballmer qui a acquis, je vous rappelle, les Clippers pour 2 milliards de dollars. C'est pas pour les voir gagner 15 matchs dans une saison où ils tankent. Donc il s'est dit non, ça va pas se passer comme ça, on va tout faire pour rester compétitif, avec certes la perte de Chris Paul, mais derrière, eh bien, on a essayé côté Los Angeles de retomber un petit peu sur nos pattes, et on a capitalisé, bien entendu, en re-signant Griffin. DeAndre Jordan aurait pu être utilisé en monnaie d'échange, il est conservé, il est plus que jamais un élément important du dispositif de Los Angeles. Bref, on a eu très chaud. On a eu très chaud du côté de Los Angeles. Une équipe des Clippers qui, depuis, on va dire, les années 2010, 2011, 2012, depuis, en fait, le triumvirat Chris Paul, Blake Griffin, DeAndre Jordan, eh bien cette équipe des Clippers, elle a toujours eu des très bons résultats avec des saisons à 56, 57, 56 victoires, mais on n'est jamais allé plus loin que des demi-finales de conférence. La faute à des blessures, la faute à peut-être un manque de compétitivité, des problèmes structurels dans l'équipe, ou tout simplement pas au niveau pour surclasser les adversaires plus forts de la conférence Ouest. Bref, ça fait peut-être 5-6 ans qu'on stagne en fait du côté des Clippers, donc est-ce que les nouvelles pièces qui vont se mettre en place vont permettre de sortir de cette stagnation ou à contrario, eh bien, on va régresser? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo, en commençant bien entendu par le diagnostic. On ne pouvait pas échapper à cette blague. Quoi de neuf, docteur? Ok, j'ai hésité à la placer. Clippers. 4e attaque la saison passée de la NBA. Donc une extraordinaire équipe d'attaque. C'était l'équipe aussi avec le 5e meilleur bilan de la NBA. Donc on a fait une bonne saison la saison passée du côté de Los Angeles. 13e défense de la ligue. Donc une défense moyenne, très bonne attaque, défense moyenne. Seulement 16e au rebond. Et ça peut effectivement surprendre parce que vous vous dites ils ont quand même DeAndre Jordan, ils ont Blake Griffin, ils avaient Mbah a Moute qui est quand même un ailier de grande taille et c'était pas une équipe spécialement compétitive au rebond. La faute effectivement à un backcourt assez peu bon de rebondeurs, même si ce sont des extérieurs, un backcourt assez peu bon rebondeur et l'équipe était vraiment moyenne au rebond et le 17e pace de la NBA. Donc les Clippers, pas forcément une équipe qui aimait accélérer, une équipe qui jouait très peu de transition la saison passée. Vous me direz
quand vous n'êtes pas une super défense, vous ne forcez pas des ballons perdus ou des tirs manqués qui peuvent lancer des contre-attaques. Donc ceci explique cela. Mais c'était globalement une équipe qui aimait jouer placé mi-terrain, qui aimait ralentir le tempo, et il le faisait très très bien. L'exécution mi-terrain des Clippers était vraiment très très bonne. Si on regarde un petit peu la shooting chart de cette équipe de Los Angeles, tout de suite on fait wow! On fait wow, il y a du rouge. Et là on comprend mieux pourquoi c'est une équipe d'attaque. De quasiment tous les endroits du terrain, on a une adresse au tir qui est bien supérieure à la moyenne NBA. La 4e adresse dans la zone restreinte, dans la restricted area, avec des mutants de la finition comme DeAndre Jordan sur des alley-oops ou des Blake Griffin. Évidemment, ça finit fort près du cercle. On a la 8e adresse au-delà de la ligne à 3 points. Donc dans les deux compartiments les plus rémunérateurs en efficacité offensive, on a une équipe des Clippers qui est très très bien classée. On a la 2e meilleure adresse pour les tirs à mi-distance. Le seul petit couac, c'est le 26e classement dans les points marqués in the paint, dans la raquette, en dehors de la zone restreinte. Et c'est vrai qu'on voit un petit peu de bleu là, vous voyez. C'est jamais des tirs faciles, c'est toujours des tirs un peu ambigus. Vous êtes à 3 mètres, on n'a pas réussi à se rapprocher suffisamment, mais on n'est pas suffisamment loin pour être complètement seul. Donc c'est toujours des tirs compliqués, mais voilà, c'était la petite faille dans le dispositif des Clippers, avec aussi, j'ai pas le pourcentage exact ici, mais vous voyez que dans l'axe panier-panier, on était aussi un petit peu en deçà de la moyenne, mais sinon, équipe d'adresse, et puis c'est ce qu'on avait vu précédemment, 4e meilleur pourcentage au tir réel de la ligue, ça fait feu de tout bois. Par contre, les Clippers avaient beau avoir Chris Paul, un incroyable meneur, playmaker, une machine à faire des passes décisives, ça n'était que la 19e équipe de la NBA la saison passée pour ce qui était de générer des passes décisives dans son jeu d'attaque. La circulation du ballon était relativement correcte, on avait le 4e taux de génération de toucher de balle, donc le ballon circulait, mais c'était pas non plus ultra fluide comme ça peut l'être du côté des Celtics ou du côté des Warriors, où on a vraiment un ballon qui bouge dans tous les sens. On était dans la moyenne de la NBA. Ceci peut expliquer cela. On avait du côté des Clippers la saison passée le 2e taux d'usage de l'isolation le plus élevé de la NBA, avec la 9e efficacité. Donc du côté de Los Angeles, eh bien, on aimait finir des possessions en isolation. Alors, en ayant le 10e taux d'usage, vous êtes à 10% de taux d'utilisation, c'est pas majoritaire, mais ça comptait quand même pas mal dans l'attaque des Clippers la saison passée. Ce qui faisait la force de Los Angeles, c'était l'omniprésence du danger offensif. On faisait feu de partout. Et cette équipe des Clippers, si on ne retient que les joueurs qui ont joué plus de 1000 minutes la saison passée, donc qui ont eu des temps de jeu au moins, on va dire, ils ont joué 70-75 matchs, au moins 14-15 minutes par match, eh bien on avait du côté de Los Angeles 6 joueurs avec un taux d'usage à plus de 20%. Je vous rappelle que le taux d'usage, c'est le pourcentage de ce que vous prenez dans l'attaque de votre équipe. Donc si vous êtes à 20%, quand vous êtes sur le terrain, 20% des séquences d'attaque se finissent par une de vos actions, soit un tir, soit une faute provoquée. Donc il y avait vraiment une très belle répartition, si vous voulez, des cartouches d'attaque du côté des Clippers. À titre de comparaison, avec les mêmes critères, eh bien, on n'a que 3 joueurs à plus de 20% du côté des Warriors, on n'a que 3 joueurs à plus de 20% du côté des Cavs, et on est à 5 du côté des Spurs, quand on compare avec d'autres équipes qui ont eu des très bons résultats et qui sont connues pour la profondeur de leur effectif. Donc on avait clairement omniprésence du danger offensif du côté des Clippers, et plus vous avez de danger offensif, plus c'est compliqué à défendre, parce que quand ça peut faire feu de partout, quand vous jouez le pick and roll, que vous avez à la fois Chris Paul qui peut se sanctionner si vous ne montez pas sur lui, à la fois un Blake Griffin qui peut s'écarter, tirer à mi-distance, ou un DeAndre Jordan qui explose et qui finit en alley-oop, c'est super compliqué à défendre, et c'est ce qui faisait la force des Clippers en attaque. On en parlait, une équipe de pick and roll. Cette équipe de Los Angeles avait le 12e taux d'usage sur le pick and roll porteur de balle la saison passée, merci Chris Paul bien entendu, la 4e efficacité, et le 6e taux d'usage quand on va retrouver le poseur de l'écran sur le pick and roll, et la première efficacité de la ligue, merci DeAndre Jordan, merci Blake Griffin. Donc clairement,
on trouvait de l'efficacité sur du pick and roll et on trouvait de l'efficacité en attaque sur du spot-up. Je vous rappelle que le spot-up, ce sont les tirs de champ et c'est divisé en 2 sous-catégories. Les réceptions tirs, les catch and shoot, où les Clippers avaient la 10e meilleure efficacité la saison passée avec un peu plus de 54% au tir réel, et il y a les pull-ups, c'est-à-dire que je suis en train de dribbler et je me crée mon propre tir à mi-distance en sortie de dribble, et là les Clippers avaient la première efficacité de la NBA la saison passée. Merci Chris Paul, une nouvelle fois, on en revient toujours aux mêmes choses. Très bonne qualité d'attaque, par contre, eh bien, défense inégale. Défense vraiment inégale parce que cette équipe de Los Angeles n'avait que la 24e défense de la NBA pour ce qui est de la protection du cercle pour la défense dans la zone restreinte. Et quand on regarde la shooting chart défensive, c'est vrai que regardez les pourcentages au tir réel des adversaires des Clippers, eh bien ils sont très au-dessus de la moyenne NBA dès lors qu'on se rapproche tout près du cercle. Et ça, vous vous dites, mais comment c'est possible? Ils ont DeAndre Jordan pour verrouiller la raquette, ils ont Blake Griffin, qui n'est pas un super défenseur, mais qui a quand même de la taille et du muscle pour verrouiller la raquette, ils ont Mbah a Moute, qui était grand pour venir aider. Comment ça se fait que cette équipe des Clippers était aussi faible dans la protection de la raquette? Eh bien, c'est contre-intuitif. Si vous voulez la lecture de la protection du cercle, de la protection de la raquette, c'est contre-intuitif, parce que ça ne dépend pas que des intérieurs. Si vous avez des extérieurs qui défendent mal ou qui sont dominés physiquement et qui laissent leurs adversaires directs les contourner pour aller finir fort près du cercle, même si les intérieurs sont des bons défenseurs, s'ils sont en retard en aide, eh ben vous êtes sanctionné. Donc c'est pas à mettre exclusivement au crédit des intérieurs. Par contre, la défense des tirs à mi-distance et la défense du tir à 3 points était vraiment bonne. Donc on avait une belle activité sur la contestation des tirs extérieurs, mais on contestait très très mal dans la raquette, et ça c'est problématique parce que ces points tout près du cercle, c'est à 60, 65, voire 70% de réussite, donc ça fait tout de suite très très mal. Et puis, on avait un problème de déséquilibre dans cette équipe des Clippers, un déséquilibre qui nuisait aux performances défensives et par extension aux performances offensives. Regardez, ça, ce sont les 6-5 les plus utilisés par les Clippers la saison passée, et sur ces 6-5 les plus utilisés, eh bien, il y en a 3 qui ont un net rating négatif, donc 3 qui faisaient entre guillemets perdre des matchs, vraiment pour caricaturer, et à contrario 3 qui avaient un net rating très largement positif. Donc on avait vraiment un problème de continuité dans les performances de Los Angeles la saison passée, parce que regardez, on avait un 5 majeur qui avait un net rating absolument extraordinaire, à plus 16, donc qui place les Clippers pratiquement parmi l'élite de la NBA, si ce n'est l'un des meilleurs 5 de la NBA en productivité. Et à contrario, eh bien, dès qu'on envoyait dans l'arène le 5 mineur, et c'était le deuxième 5 le plus utilisé par les Clippers, donc dès qu'on lâchait l'intégralité du 5 mineur dans l'arène, eh bien, il se faisait exploser. Il se faisait exploser, il était dans un net rating négatif. Donc ça, c'est vraiment problématique, sachant qu'en face, il y avait aussi des remplaçants. On n'envoie pas les remplaçants face aux titulaires. C'est des jeux de match-up. Et puis, au-delà de ça, on avait beaucoup de configurations où on était relativement petit. Pas petit dans du jeu small ball, mais petit sur les postes 1, 2 et 3. Parce que, effectivement, eh bien, dès que Mbah a Moute n'était plus dans la rotation, on était obligé de jouer avec Chris Paul, JJ Redick et Jamal Crawford, par exemple, ensemble. Et ces trois-là ensemble, c'est 3 petits gabarits, et forcément, le basket, ça reste quand même un sport où la taille, le poids, les qualités physiques, eh bien, peuvent vous permettre de dominer malgré tout. Donc, déséquilibre dans la structure des Clippers. L'année dernière, cette équipe de Los Angeles, le seul poste où, comparativement aux adversaires directs, il y avait un ratio négatif, c'était sur le poste 3, sur le poste d'ailier. On le disait, il y avait Mbah a Moute, qui était typiquement le 3-and-D guy, donc le mec qui est là pour défendre et sanctionner à 3 points, mais qui, face à des adversaires directs, avait toujours des joueurs qui produisaient plus que lui quand ils étaient sur le terrain. Et sorti
de Mbah Moute, un small forward qu'on va considérer comme classique, eh bien les Clippers étaient obligés de faire jouer un arrière sur le poste 3. Et regardez la saison passée. JJ Redick, il a joué pratiquement la moitié de son temps de jeu sur un poste d'ailier, il fait 1m93. Jamal Crawford, la saison passée, a joué pratiquement la moitié de son temps de jeu sur le poste d'ailier. Il fait 1m93 aussi. Austin Rivers, la saison passée, a joué quasi exclusivement sur un poste de shooting guard. C'est un joueur qui doit faire aussi de mémoire, je crois, également 1m93 ou 1m91. Donc, qui pour un poste 2 a un gabarit correct, mais un petit peu undersized. On va considérer que 1m98, un peu plus de 90 kg, c'est le gabarit exact. Donc, on était obligé finalement de jouer très très petit, et on avait le même problème du côté des Clippers en termes de structure que du côté des Celtics. Souvenez-vous, je vous avais expliqué ça dans ma vidéo sur les Celtics. On était structurellement trop petit dès lors qu'on sortait du 5 majeur ou qu'on voulait finir les matchs avec une configuration comme ça, Chris Paul, Jamal Crawford et JJ Redick, une configuration qui a beaucoup joué ensemble la saison passée. On avait un cumul de 569 cm pour 255 kg. Comme ça, ça ne vous dira rien. Mais si vous comparez par rapport aux standards de la NBA, eh bien, vous avez des standards qui vous amènent à pratiquement 6 mètres et pratiquement 285 kg. Donc, il manquait, pour caricaturer, pratiquement 30 cm et 30 kg. Et évidemment, quand il s'agit de jouer des coudes, d'aller charbonner, d'aller bûcheronner dans les fins de match serrés, eh bien c'est à ce moment-là que vous avez besoin de votre taille et de vos kilos, que vous pouvez plus tout miser sur l'adresse et la vitesse, et ça extraordinairement nuit à cette équipe des Clippers. Et ça n'est pas une surprise. Quand vous voyez ces problèmes structurels, vous allez regarder les performances des Los Angeles Clippers dans le Money Time, dans les 5 dernières minutes ou dans les prolongations, plus ou moins 5 points d'écart. Et bien cette équipe des Clippers, qui avait pourtant le 5e meilleur bilan de la NBA, n'avait que le 13e rendement, donc le différence attaque-défense, dans ces fins de match serrés. On faisait moins bien que les Blazers et à peine mieux que les Knicks. À peine mieux que les Knicks, oui. Donc, on a certes eu un bilan positif dans les fins de match serrés, 20 victoires, 14 défaites, mais un bilan vraiment moyen. Donc, on a eu du mal à finir les matchs côté Clippers, notamment à cause de ces problèmes structurels dont je vous ai parlé. Et voyez que le niveau d'attaque, eh bien, il dégringolait, et à contrario, le niveau de défense, eh bien, c'est pareil, il prenait l'eau de partout, et on avait beaucoup de mal. On avait vraiment beaucoup de mal. D'autant plus compliqué que le meilleur défenseur de l'équipe, eh bien, c'est l'un des plus mauvais shooters de lancer franc de la NBA. Et ça, c'est embêtant. Parce que dans les fins de match serrés, vous ne pouvez pas lui donner la balle. Parce que si vous lui donnez la balle, vous êtes sûr qu'il y a une faute sur lui volontaire pour l'envoyer sur les lancers francs et sur le parti pris qui va rater les deux, ou dans le meilleur des cas, faire 1 sur 2. Et cette équipe des Clippers, la saison passée, c'était l'une des plus mauvaises équipes de la NBA au lancer franc. Et les Clippers avaient malgré tout le 4e pourcentage au tir réel de la ligue. Le pourcentage au tir réel tient compte des lancers francs. Donc ils compensaient vraiment cette faille au lancer franc avec une super adresse sur les tirs de champ, c'est ce qu'on avait vu précédemment. Mais ça, c'est embêtant. La maladresse au lancer franc de DeAndre Jordan, c'est vraiment embêtant. Parce qu'on peut avoir la tentation du côté des Clippers de ne pas le faire jouer sur les fins de match serrés. Et si vous enlevez DeAndre Jordan sur les fins de match serrés, vous perdez en qualité de défense, vous perdez en qualité de rebond, et c'est 2 compartiments dans lesquels les Clippers sont déjà vraiment moyens, voire mauvais. Donc c'est compliqué. Et regardez la saison passée, dans toutes les configurations où on avait un DeAndre Jordan sur le banc et un Blake Griffin sur le terrain, eh bien les Clippers étaient complètement dominés par leurs adversaires directs. Ils étaient à peu près à 1,13 points par possession pour 1,16 points par possession encaissée. Donc un gros différentiel point marqué, point encaissé. Et ils étaient complètement pulvérisés au rebond. Ils n'étaient plus qu'à 43% de rebond quand l'adversaire était à 57%. Donc la saison passée, sans DeAndre Jordan, c'était faillite totale du côté des Clippers. Et ça, c'est problématique pour
eh bien, ses faiblesses au lancer franc, notamment dans les fins de match. Pour ça que les Clippers avaient du mal à gagner des fins de match serrées. Ils ont aussi eu la saison passée plein de blessures, ça a été le cas aussi dans des saisons précédentes, ça a nui et ça a évidemment miné leurs ambitions, mais sans faire abstraction de ces blessures, il y a aussi ce facteur-là structurel dont je vous parlais tout à l'heure, qui a vraiment été problématique pour cette équipe des Clippers. Donc, bilan du diagnostic des Clippers, bilan force, bilan faiblesse. On avait une superbe équipe d'attaque, avec une capacité à aller trouver des paniers au pourcentage, des paniers clés en main magnifiques, qui a vraiment construit le succès des Clippers la saison passée. Mais attention, on avait un problème de structure, on avait un déséquilibre structurel parce que on était obligé de finir les fins de match en étant trop petit, parce qu'on avait un DeAndre Jordan qui pouvait effectivement enrayer l'attaque dans les fins de match serrés, mais qui était indispensable pour la défense et les rebonds, et d'une manière générale, eh bien, face à ces problématiques structurelles insoluble, parce qu'il n'y a pas de réponse magique, eh bien on avait une défense qui était problématique et qui n'était pas au niveau pour espérer aller jouer des coudes, même au complet à l'ouest, face évidemment aux Locomotive Warriors, ou même face aux Spurs et éventuellement les Rockets.